Salut à tous, nous sommes le mercredi 29 octobre 2025 et notre cher ami Pepe Escobar est avec nous. Bon retour parmi nous, Pepe. Oh, je dois être avec toi, Nima. C'est la grâce de l'Asie du Sud-Est. Quelle politesse ils ont. Je suis dans un pays bouddhiste. Tu peux voir derrière moi les moines bouddhistes, tu sais. Ils te saluent tous, Nima. T'envoient des vibrations favorables et bienveillantes à toi et à notre public. Merci. Commençons par la visite de Donald Trump en Asie. Il est allé au Japon et en Corée du Sud. Il a commencé ici, ce que mes voix en Malaisie. Oui, exactement. Nous allons en parler, c'est sûr. Vas-y, Nima, s'il te plaît. Voici ce que Pepe Escobar avait dit à propos de la Chine. Ils essaient de montrer à quel point ils sont puissants en Asie avec ce genre de visite que Donald Trump effectue. Après cela, il va rencontrer Xi. Il veut être dans une meilleure position, vous savez, pour parler avec Xi. Mais voici ce que Pepe Escobar avait dit à propos de la Chine. Peter et moi avons discuté aujourd'hui du fait que la situation sécuritaire autour du Japon et dans la région demeure, comme il l'a dit, et nous en convenons, grave. Les menaces auxquelles nous faisons face sont réelles et urgentes. Le renforcement militaire sans précédent de la Chine et ses actions agressives parlent d'eux-mêmes. C'est pourquoi le programme du président Trump, la paix par la force, est si important. Quel type de menace vient de la Chine? C'est exactement ce que je pensais. Oh mon Dieu, cet imbécile absolu, qu'est-ce qu'il connaît à la Chine? Moins que rien. Par exemple, savait-il seulement ce qui s'est passé au sommet de l'ASEAN plus tôt cette semaine chez mon voisin, la Malaisie, au sud de la Thaïlande? Je l'ai couvert d'ici. Ma chronique sort aujourd'hui, donc pendant qu'on parle, Nima, probablement plus tard, parce qu'elle paraît en Russie, sans doute ce soir, heure de Russie. J'ai écrit une chronique détaillée, mais pas trop longue, sur le sommet de l'ASEAN, qui était en réalité une série de sommets. C'est le sommet de l'ASEAN, les 11 membres de l'ASEAN. Et maintenant, nous avons Timor-Leste comme nouveau membre. C'est formidable. Mais il y a aussi les sommets parallèles, qui sont extrêmement importants. ASEAN-Chine, ASEAN plus 3, c'est-à-dire la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Et bien sûr l'ASEAN avec d'autres partenaires, y compris la Russie également. Il y avait aussi des invités étrangers très importants au sommet, notamment le président Lula. Lula a été personnellement invité par le Premier ministre Anwar Ibrahim de Malaisie lors de la réunion des BRICS à Rio. En fait, nous étions dans la salle du Conseil des affaires des BRICS, probablement quelques minutes seulement, après qu'Anwar ait invité Lula à venir à Kuala Lumpur pour le sommet, avant leur propre discours devant le Conseil des affaires des BRICS. C'était au début du mois de juillet, n'est-ce pas? Donc, deux événements immensément importants se sont produits. D'accord, mais les deux événements les plus importants qui se sont produits à Kuala Lumpur au début de cette semaine n'étaient pas la visite de Trump au sommet de l'ASEAN, certainement pas, ni sa prétendue posture de médiateur entre la Thaïlande et le Cambodge. Le véritable artisan de la paix, c'était Anwar Ibrahim. C'est la Malaisie qui a rompu le cessez-le-feu, puis organisé un soi-disant accord de paix, dont on ne sait pas encore s'il tiendra ou non, entre la Thaïlande et le Cambodge. Mais Trump, évidemment, a déclaré « c'est moi qui l'ai fait ». Non, ce n'est pas lui. Mais bien sûr, comme tout le monde ici est très poli et bien éduqué, on a laissé Trump poursuivre sa politique d'acte de narcisse, puisqu'il ne devait rester qu'un jour et demi avant de partir pour la Corée du Sud. C'est exactement ce qui s'est passé. L'événement le plus important a eu lieu après, Nima.
Il y a eu des discours très importants de la part de la Chine, bien sûr. Il y a eu une réunion du Partenariat stratégique global, le RCEP, qui est le méga-bloc commercial regroupant tous les pays d'Asie de l'Est. Et bien sûr, la réunion Chine-ASEAN, celle où ils étaient seuls dans la salle. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont amélioré leur accord de libre-échange. Désormais, la Chine et les 11 membres de l'ASEAN disposent d'un accord commercial renforcé, ce qui signifie qu'ils affrontent le tsunami tarifaire en tant que bloc, y compris la Chine. C'est extrêmement important. Tu ne verras pas une seule virgule à ce sujet dans les médias grand public occidentaux, Nima. C'est extrêmement important. Voilà pour un point. Et ensuite, nous avons eu la réunion du RCEP en expansion, ainsi que la réunion ASEAN-Chine. Et même, ils en ont discuté dans le cadre de l'ASEAN Plus 3 avec le Japon et la Corée du Sud. Davantage d'interconnexion. Donc, le fait que Trump se rende au Japon et en Corée du Sud après l'ASEAN n'a pas vraiment d'importance. Évidemment, cela fait partie de ce que ce ridicule secrétaire des guerres éternelles pense être une réponse aux provocations chinoises. Mais bien sûr, les Sud-Coréens et les Japonais doivent être très pragmatiques et constater qu'ils n'ont rien dans leur arsenal pour contrer la puissance économique et géoéconomique chinoise à travers toute l'Asie. Et ils ne vont rien faire de stupide qui irait à l'encontre de leurs propres partenaires de l'ASEAN, non plus, les 11 de l'ASEAN. Tout cela montre donc, Nima, à toi et à notre public, à quel point l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est sont étroitement interconnectées. Ils doivent faire face à l'intimidation, et ils y font face. La manière d'Asie du Sud-Est, politesse, courtoisie, beaucoup de sourires et tout cela. Mais ils continueront à faire des affaires comme avant. Par exemple, voici quelque chose que j'ai écrit dans ma chronique, le cas du Vietnam, qui est très très intéressant. De nombreuses entreprises se sont installées au Vietnam, y compris des entreprises chinoises. Ce qui s'est passé ces derniers mois, et qui va continuer à se produire, c'est que le facteur le plus important derrière le boom économique du Vietnam, c'est la Chine. C'est la Chine qui envoie des marchandises au Vietnam, lesquelles sont ensuite transformées et expédiées vers les marchés américains ou européens. Le Vietnam a donc un grand besoin des produits chinois. Sans cela, leur économie s'effondrera également. Alors oubliez ces discussions en Occident. Les gens ne savent pas comment les choses fonctionnent ici en Asie du Sud-Est, à quel point tout est interconnecté. Et bien sûr, un autre thème important qui a été abordé très discrètement à Kuala Lumpur est la manière de faire face au tsunami tarifaire, qui, comme nous le savons tous, pèse très très lourdement sur la Chine, et très lourdement sur 3 des membres de l'ASEAN, le Laos, le Cambodge et le Myanmar. Mais il est moins lourd pour d'autres, comme la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie par exemple. Eux, je crois, sont autour de 19%, moins de 20% de droits de douane. Les autres se situent dans la fourchette des 40 et quelques. Et la Chine, nous ne savons même plus où elle en est. C'est plus de 100%, n'est-ce pas? Donc, ils se coordonnent au sein de l'ASEAN et plus tôt cette semaine à Kuala Lumpur, lors de ce forum, ils ont discuté de la manière dont ils allaient non pas réorganiser la chaîne d'approvisionnement, non, mais de la façon dont ils pouvaient devenir moins dépendants du marché américain. Bon, disons que c'est l'introduction, Nima, à notre conversation. C'est l'introduction qui mène à la rencontre entre Trump et Xi demain en Corée du Sud. Très très important. Je vais essayer d'être bref et ensuite tu pourras me poser des tonnes de questions, pas de problème. Mais disons que j'aimerais cadrer notre discussion autour de ce que veut Trump. En gros, tout. Il veut la fin des restrictions sur les minéraux de terres rares. Ça n'arrivera pas. La Chine pourrait envisager d'assouplir les droits de douane sur 2, 3 ou 4 terres rares,
ou de lever l'obligation d'obtenir une licence pour acheter des produits qui en contiennent. Il veut également que la Chine achète davantage de soja aux agriculteurs américains, qui constituent la base électorale de Trump, notamment dans le Midwest. Les Chinois pourraient répondre « D'accord, peut-être, mais pas trop. Nous achetons déjà au Brésil. Le Brésil a tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de votre soja, mais nous pouvons faire quelques concessions. » Et le troisième point, qui est très important, est crucial. Trump va pousser la Chine à acheter moins de pétrole et de gaz russe, et à la place à acheter de l'énergie américaine plus chère. C'est un non-lieu. Cela n'arrivera pas, parce qu'il s'agit du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, et c'est aussi l'un des piliers essentiels des BRICS, entre Moscou et Pékin. Alors, qu'allons-nous avoir? Nous aurons peut-être, s'il est poli, quelques concessions de la part des Chinois, mais elles viendront avec des conditions. Vous devez revoir ce tsunami tarifaire que nous, les Chinois, savons être fondamentalement dirigé contre nous. Il est contre tout le monde en Asie, mais surtout contre nous. Et si vous faites cela, alors nous pourrons faire quelques concessions de notre côté. Voilà donc le point clé de la discussion de demain, Nima. Comme vous pouvez le voir, cela va être très difficile. Pépé, ils essaient de faire croire que le Japon, avec ce nouvel accord sur les terres rares dont ils parlent, celui que Donald Trump vient tout juste de signer avec le Japon, va changer la donne. Mais je ne vois pas le Japon capable de fournir aux États-Unis ce que les États-Unis attendent. Ils n'ont même pas encore mis en place le processus de raffinage pour leurs terres rares. Cela prendra des années. Les prévisions varient. Dans le cas de l'Australie, l'Australie a également conclu un accord avec les États-Unis. Dans le cas du Japon, ou de tout autre pays, s'il signe quelque chose avec l'Argentine, par exemple, la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement prendra des années. Au minimum, avec beaucoup d'investissement et de travail, 5 ans. Plus réalistement, 10 ans. Entre 5 et 10 ans, les Chinois auront une avance considérable dans la course technologique grâce aux minéraux de terres rares. Donc c'est le mot qui me vient en portugais, NIMA, palliativo. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous comprendront. C'est une sorte de mesure provisoire, mais sans réelles conséquences. Aucune conséquence en réalité. Mais l'Empire est désespéré. Ils ont accusé le geste des Chinois, qui était en fait pratiquement inattendu. C'est allé aussi vite que ça. Ils savent qu'ils n'ont pas de remplaçant prévu à partir de maintenant, donc ils ne peuvent pas réorganiser leur chaîne d'approvisionnement. Cela va prendre des années. Beaucoup d'accords, beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Et l'Empire, en ce moment, n'a pas le temps. Ils suivent, je dirais, une trajectoire encore plus complexe et dangereuse, ce qui évoque une métaphore que beaucoup d'entre nous ont déjà utilisée. Jouer aux échecs avec un pigeon. Et maintenant, ce gigantesque pigeon impérial est en train de renverser l'échiquier. Littéralement. Partout. En Amérique latine, en Europe, en Asie, c'est extrêmement dangereux. Toute cette affaire, vous savez, l'opération de changement de régime au Venezuela, en est le but. Tout le monde sait que c'est bien cela. Ils ne peuvent pas envahir le Venezuela. Alors ils vont essayer de provoquer une révolution de couleur et un changement de régime avec tous les moyens dont ils disposent. Cesserautomā upīsringt Helasia. Oui, c'est le cas. Cela va être clandestin. Tu as raison, Nima. C'est déjà clandestin, avec notamment des valises pleines d'argent liquide, comme on en voyait autrefois en Afghanistan ou en Irak, par exemple. Et bien sûr, ils mobilisent leurs cellules avec les élites compradores au Venezuela. Ils ne s'en prennent pas seulement au Venezuela, ils visent aussi la Colombie. Et c'est très important. Dans le cadre de la guerre hybride contre les BRICS,
qui atteint désormais un tout nouveau niveau. Devine quelle est la cible numéro 1? Le Brésil. Et les gens au Brésil doivent être extrêmement vigilants à ce sujet. Peu importe la mini-rencontre Lula-Trump, où ils n'ont pratiquement rien pu discuter en quelques minutes. C'est une tactique de diversion. Ils veulent briser les BRICS de l'intérieur, et le point focal, c'est le Brésil. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent vraiment rien faire contre les deux grands frères, la Russie et la Chine. Quoi que dise ce stupide secrétaire des guerres éternelles, et il ne connaît rien à la politique étrangère, où que ce soit, il y a une compréhension, même parmi, je dirais, pour citer notre ami Martianov, certaines personnes à Washington avec un QI supérieur à la température ambiante, au sein du complexe militaro-industriel, qu'il est absolument impossible de gagner la guerre sur les champs de bataille d'Ukraine. Cette guerre est perdue. Il ne s'agit plus que de gérer la défaite stratégique. Et cela, pour Trump, c'est quelque chose qui, pour eux, est comme un vaisseau spatial quelque part dans la Voie lactée. Il est tout simplement incapable de traiter cette information. C'est lui qui est chargé de gérer cette défaite stratégique. Et en même temps, bien sûr, les think tanks américains utilisent des tactiques de diversion. La guerre technologique, commerciale et tarifaire contre la Chine, vous ne pouvez pas la gagner. Vous commencez d'ailleurs à la perdre aussi. Cela nous amène donc au dernier rapport de la RAND Corporation, qui est un document très important. Ce n'est pas un document officiel de la RAND Corporation. La RAND Corporation est basée à Santa Monica, en Californie. Quand je vivais en Californie, j'y allais parfois, s'ils acceptaient de me recevoir, bien sûr, il y a longtemps, à l'époque de Bush père. À cette époque, ils parlaient aux journalistes étrangers. Et bien sûr, ils font partie des think tanks officiels du complexe militaro-industriel. Et bien sûr, de l'OTAN également. Leur dernier rapport est donc un commentaire, ce n'est pas un document officiel. Ils le présentent comme un rapport du RAND. En gros, c'est comme s'ils admettaient qu'il est impossible de contenir la Chine, donc il faut apprendre à vivre avec. C'est très trompeur. Laisse-moi essayer de retrouver quelques-unes de mes notes ici. Nima, regarde. En ce qui concerne cette guerre froide technologique entre la Chine et les États-Unis, ils appellent à une coopération limitée dans leur propre langage, sur l'intelligence artificielle ou l'énergie propre. Mais regarde, ils disent, d'accord, peut-être que nous pouvons coopérer avec la Chine sur certains aspects, mais nous devons maintenir nos contrôles à l'exportation. C'est une expression très courante, même en Chine. La terminologie est désormais adoptée par de nombreux chercheurs en Chine. Petit jardin, haute clôture. Petit jardin, haute clôture, c'est l'approche américaine. Ils se replient, se protègent avec des tarifs douaniers, et les Chinois comprennent cela parfaitement. Ils ont même trouvé cette belle métaphore, vous savez. Les restrictions doivent donc se poursuivre, mais la Chine doit s'adapter aux restrictions américaines. C'est ce que dit l'article. Bloquer l'accès de la Chine aux semi-conducteurs. Cela continue. Les Chinois ne s'en soucient pas, car peut-être, je dirais, entre 2 et 3 ans. Mais, de manière réaliste, en écoutant les meilleurs experts chinois en technologie, dans 3 ans, ils maîtriseront tout ce dont ils ont besoin dans la chaîne des semi-conducteurs. Et ils n'auront plus besoin de l'Occident pour quoi que ce soit. Tout cela est présenté comme « nous n'essayons pas de ralentir le développement de la Chine », entre guillemets. C'est la formulation utilisée dans le document. Ridicule. Ils essayent bel et bien de ralentir, freiner, ce qui est d'ailleurs une expression stupide, le développement de la Chine. Ils ne font que l'enrober d'une manière plus douce. Cela n'a donc rien à voir avec la détente que nous avons connue entre les États-Unis et l'URSS.
Ils parlent de détente de la guerre froide dans le commentaire, mais cela n'a rien à voir avec la véritable détente des années 1970 entre les États-Unis et l'URSS. Tous ceux d'entre nous qui s'en souviennent savent qu'il y avait une véritable détente. Des échanges culturels, des traités de contrôle des armements et la reconnaissance des sphères d'influence des deux côtés, américains et soviétiques. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a absolument aucune détente en ce qui concerne la Chine. Tu sais quelle expression ils utilisent pour la Chine dans ce rapport? La Chine doit faire preuve de retenue. Donc, la responsabilité incombe à la Chine. Les États-Unis continuent de faire ce qu'ils font, tarifs, blocages, mais ce sont les Chinois qui doivent faire preuve de retenue. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais beaucoup de gens ont mal compris le rapport, pensant que le complexe militaro-industriel américain et le réseau des think tanks, ce que notre ami Ray McGovern appelle le MISIMAT, le complexe média-renseignement think tank, réévaluait la relation avec la Chine. Non, c'est toujours une politique d'endiguement. Ce que nous avons vu au cours de ces derniers mois, compte tenu de la réaction chinoise depuis la première vague de sanctions de Trump il y a quelques mois, et maintenant avec la directive sur les terres rares du ministère du Commerce, c'est que les Chinois ne se laissent plus intimider. Vous voulez nous faire la guerre? Très bien, allez-y. Voilà le problème. L'énorme problème, Nima, et vous tous. Ils ne peuvent pas gagner contre la Russie, et ils ne peuvent pas gagner contre la Chine. Alors, que nous reste-t-il? Que fait la bête? Et j'adore le fait que la limousine de Trump s'appelle la bête. C'est très approprié. Nous avons donc la bête qui se déchaîne sur toute la planète, attaquant partout. S'ils voient une ouverture, ils disent « Nous allons attaquer ici, nous allons déstabiliser là, appeler à une révolution ici, nous allons soudoyer ces gens-là. » Voilà. Et c'est pour cela que le Brésil doit être extrêmement conscient des problèmes à venir. Pépé, le problème entre les États-Unis et la Russie, à mon avis, va au-delà de la haine idéologique envers la Russie. Il s'agit en réalité d'affaiblir la Chine et d'écraser la Russie. Tout tourne autour des BRICS quand on regarde le tableau d'ensemble de ce qui se passe. Mais en se concentrant un peu sur la Russie, il semble qu'il y ait quelque chose dont on n'a pas autant parlé qu'on le devrait. Les pots de vin liés à la guerre en Ukraine. La manière dont ces politiciens reçoivent de l'argent. Tu sais, comme tu l'as dit, tout le monde sait que l'Ukraine est en train de perdre. Oui, l'Ukraine perd, l'Allemagne perd, l'Europe perd. Mais les dirigeants, eux, gagnent parce qu'ils touchent les pots de vin. Oui, vas-y. C'est leur seule issue, Nima. N'oublie pas qu'il n'y a jamais eu de plan B. Tous, non seulement l'UPA, mais tout le mécanisme de Bruxelles, y compris la Commission européenne et l'OTAN, cet ensemble UPA-OTAN, et presque tous les dirigeants individuels partout, à de très rares exceptions près comme la Slovaquie et la Hongrie, misaient tous sur le plan A, sans plan B. Nous allons écraser la Russie. Alors, comment vont-ils justifier cela auprès de leur propre population à travers l'Europe? Ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. Alors ils redoublent d'efforts, ce qu'ils font exactement. Peut-on imaginer qu'en 2025, l'Allemagne, qui s'effondre géoéconomiquement, se réarme parce qu'elle veut relancer la guerre contre la Russie dans les 3 ou 4 prochaines années? Peux-tu imaginer? Il y a seulement quelques années, si tu avais dit ça à quelqu'un, je t'aurais répondu, tu es un idiot fini. Tu ne connais rien à la politique. Mais c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux. Voilà où nous en sommes. Ils ont fait leur pari stratégique, Nima. Nous irons jusqu'au bout avec notre guerre. Une guerre pour laquelle ils n'ont même pas les armes. Cela signifie donc qu'ils vont devoir piller l'argent de leurs propres contribuables à travers l'Europe
pour payer ces armes, ce qui commence déjà à se produire en Allemagne et en France. Ils lancent déjà, tu sais, ces ballons d'essai, en disant « Ah, nous allons devoir réduire les aides sociales, nous allons devoir réduire les retraites, et tout le reste. » Pourquoi faire? Pour financer leur guerre éternelle. Les armes qui existent, ou certaines existent, la plupart non, car l'arsenal est épuisé. Ils vont acheter auprès du complexe militaro-industriel américain en payant avec des euros surévalués. Bon, pour le complexe militaro-industriel, n'est-ce pas? Ils ont donc misé entièrement là-dessus. Et il n'y a pas la moindre lueur de raison dans l'esprit de ces gens à Bruxelles et dans les principales capitales, y compris Londres, en dehors de l'UE. Devrait-on essayer une solution diplomatique avec la Russie? Non. Ils bombardent même la possibilité d'une solution diplomatique entre les États-Unis et la Russie. Voilà. Vous savez, c'est un cercle complet de démence, en fait. Et il n'y a absolument aucun signe que cela puisse changer. Si l'on regarde à long terme, peut-être dans 1 ou 2 générations de dirigeants politiques européens, mais pas avec cette bande-là, pas avec ce groupe. Oubliez ça. Du point de vue américain, c'est formidable, n'est-ce pas, Nima? C'est parfait. Ils sous-traitent complètement la guerre contre la Russie. Trump peut toujours dire « Je n'ai rien à voir avec ça ». Ils en récoltent les bénéfices. Le complexe militaro-industriel. Tout le monde adore ça. Le Pentagone adore ça. Vous pouvez les citer tous. Et bien sûr, ils peuvent se concentrer sur ces mini-guerres hybrides, chaudes ou de révolutions colorées partout sur l'échiquier. En revenant à la bête sous la forme du pigeon, on peut imaginer une métaphore où le pigeon se transforme en un super pigeon bestial, renversant l'échiquier dans tous les sens. C'est là que nous en sommes. Nous sommes déjà dans cette logique, et elle devient chaque jour plus dangereuse. Il existe donc des mesures possibles de réussite. Très bien, essayons de remettre cela en perspective. Par exemple, je pense que dans les prochains jours, les 5 stands d'Asie centrale vont être reçus par Trump à Washington. C'est colossal. C'est l'empire qui tente de briser l'OCS de l'intérieur. Cela prouve donc que 2 ou 3 personnes à Washington, avec un QI supérieur à la température ambiante, ont examiné le dernier sommet de l'OCS en Chine, à Tianjin, qui a été un grand succès. Et ils ont dit non, nous devons briser cette organisation, tout comme nous voulons aussi briser les BRICS. Donc maintenant, l'offensive vise à la fois les BRICS et l'OCS, simultanément, n'est-ce pas? L'Amérique latine, ce n'est pas seulement cet imbécile de Gusano qui ne connaît rien à la politique étrangère, à part ses propres obsessions pour Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. Ce n'est pas seulement Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. Nima, notre public, et vous tous, au Brésil, c'est l'Amérique du Sud. Et c'est ce que Trump a dit hier, si je ne me trompe pas, dans ses propres mots. Nous commençons à bien maîtriser l'Amérique du Sud. Autrement dit, il dit tout haut ce qui se cache derrière. Leur stratégie ne concerne pas seulement les Caraïbes et le Venezuela. C'est toute l'Amérique du Sud, avec le Brésil en tête. Et ils vont jusqu'au bout. Une fois de plus, ils ont dépensé, ou plutôt jeté, environ 40 milliards de dollars pour tenter de remporter les élections de mi-mandat en Argentine. Très, très important. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu certains rapports sur X, etc. L'histoire réelle est simple et extrêmement dangereuse à bien des égards. Robert Citrone, un milliardaire américain, en gros un escroc de fonds spéculatifs, a acheté beaucoup de dettes et d'actions argentines. Vous savez tous que l'économie argentine, sous cette médiocrité à la tronçonneuse, dégringolait encore et encore. Alors que se passe-t-il un jour? Citrone décroche le téléphone et appelle qui? Son très proche ami, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Ils avaient déjà travaillé ensemble par le passé. Et devinez quoi?
Citron a rendu Bezan extrêmement riche. Donc Bezan doit, je dirais, des milliards en faveur à Citron. Alors qu'a fait le secrétaire au Trésor des États-Unis? Il a organisé un plan de sauvetage pour son ami. Tout cela, n'oubliez pas, pleinement validé par le président des États-Unis. 20 milliards de dollars d'argent fédéral, plus encore 20 milliards provenant d'investisseurs privés. Mais le mais est essentiel. C'est garanti par le gouvernement fédéral. Guaranteed by the federal government. So this is essentially the federal government in the United C'est donc States essentiellement le gouvernement fédéral des États-Unis qui verse 40 milliards de dollars à un investisseur américain de fonds spéculatifs sanguinaires. Cet argent finirait en réalité par se retrouver d'une manière ou d'une autre en Argentine, pour aider leur anarcho-libertaire, ou quel que soit le nom qu'ils veulent lui donner, la médiocrité à la tronçonneuse, à remporter les élections de mi-mandat. Et comme Trump avait déjà déclaré publiquement que si Milei perdait l'élection, il cesserait de soutenir l'Argentine, on voit à quel point tout le mécanisme est immensément pervers. Nous parlons ici de corruption au plus haut niveau de la présidence américaine, avec le président donnant son accord, son feu vert, son aval. Il n'y a aucune limite. So there are no limits, Nima and all of you. There are no limits now. Nima, et vous tous, il n'y a plus de limite maintenant. Nous sommes vraiment la bête, la grande bête pigeon. Elle renverse l'échiquier dans tous les sens, et il s'en moque. C'est ça, le jeu du pouvoir, le contrôle total, la puissance totale, ne pas perdre le pouvoir qu'ils ont accumulé depuis environ 75 ans. Tout ce qu'ils ont dans leur arsenal, et même ce qu'ils n'ont pas, est permis. Ils iront jusqu'au bout. Peuvent-ils intimider la Russie et la Chine? Non. Mais ils peuvent intimider le reste de la planète. En réalité, ils peuvent intimider tout le Sud global. Ils peuvent intimider la plupart des BRICS. Ils peuvent intimider beaucoup de gens à l'OCS. Et c'est pour ça que c'est si dangereux. Pepe, dans le cas du Venezuela, je pense que nous avons vu dans les actualités qu'il semble que le groupe Wagner soit là pour aider le gouvernement vénézuélien. Une autre information est sortie à propos des drones iraniens. Ils disent que les dernières versions de drones iraniens se trouvent au Venezuela. Et nous savons, d'après des sources officielles iraniennes, que depuis 2000, il existe une coopération entre l'Iran et le Venezuela. Exactement. Il est donc évident qu'ils ont reçu beaucoup d'armes de la Russie et de l'Iran. Et la Russie et l'Iran, eux, savent comment combattre les États-Unis sur le terrain. Parce que, vous savez, nous connaissons le Hezbollah. Nous savons comment les Yéménites se battent contre les États-Unis et Israël. La Russie sait comment se battre en Afrique. Ils ont fait la même chose. Ils ont beaucoup d'expérience là-bas. Et le Venezuela va en bénéficier si les nouvelles sont bonnes. Encore une fois, nous ne savons toujours pas. Ces rapports ne sont pas vérifiés. Mais il semble que la Russie et l'Iran ne restent pas silencieux en ce qui concerne le Venezuela. Ils essayent de faire quelque chose. Vous prenez ça? Absolument, sans aucun doute, mais très discrètement. C'est la même chose avec ce que les Chinois vendent à l'Iran, extrêmement discret. Nous savons que l'Iran a déjà acheté un premier lot de chasseurs chinois. Mais du côté chinois, c'est extrêmement circonspect, à la manière chinoise, très sophistiqué et discret. Donc nous ne savons pas exactement, par exemple, ce qu'il en est de tous ces Antonov qui arrivent à Téhéran. Nous ne savons pas ce qu'ils transportent. Personne ne divulgue rien du côté russe ni du côté iranien. Même chose avec le Venezuela. Wagner. On ne peut pas cacher le fait que Wagner est là. Plus ou moins, on peut le deviner immédiatement quand Wagner arrive quelque part, n'est-ce pas? Donc cela devrait, je dirais, ça devrait effrayer énormément le secrétariat des guerres éternelles. Parce que Wagner, eux, ils savent parfaitement ce qu'est la guerre moderne, puisqu'ils la mènent non seulement en Ukraine,
mais aussi au Sahel. Donc si les Américains tentent quoi que ce soit sur le terrain, ils vont récolter pas mal de nez ensanglantés. Ce qui va probablement se passer, c'est de la corruption, des valises pleines d'argent liquide. Comme beaucoup d'entre nous l'ont vu de leurs propres yeux en Afghanistan et en Irak. Et cela a fonctionné dans les deux cas. Dans le cas de l'Afghanistan, cela a fonctionné à la manière afghane. Les Afghans prenaient l'argent et nous disaient ensuite « Écoutez, on prend l'argent, mais on continue à faire ce qu'on faisait. » En Irak, c'était plus compliqué, parce que ceux qui étaient soudoyés, les généraux, prenaient effectivement l'argent, puis quittaient l'Irak. Et c'est pour cela que l'Irak s'est effondré si rapidement. C'était au début de l'invasion américaine. Mais c'est le mode opératoire standard de la CIA, des valises pleines d'argent et le pot de vin aux bons généraux. Ils vont donc essayer de provoquer une révolution de couleur, ou un coup d'État blanc, ou peu importe. Ils essaient même d'assassiner Maduro, ce qui est une stupidité. Ils ont essayé d'assassiner Fidel Castro pendant des décennies. Rien ne s'est passé. Et même s'ils y parvenaient, cela ne changerait rien. C'est une question de leadership. Ils ont décapité le Hezbollah. Le Hezbollah est en train de se réorganiser. Ils ont décapité les gardiens de la révolution. Les gardiens de la révolution se réorganisent. C'est une mentalité typiquement sioniste. Cette idée de décapitation est une chose sioniste. Ils pensent pouvoir éliminer tous leurs rivaux en Asie occidentale en les décapitant. Et évidemment, les Américains ont avalé ça. Totalement stupide. Mais ils pourraient essayer quelque chose de ce genre contre Maduro. Donc en termes d'intimidation, il n'y a pas de doute. Nous allons continuer à voir ce genre de choses. Ils peuvent envoyer tous leurs porte-avions, pour autant que nous sachions, sur la côte vénézuélienne. Ils peuvent faire voler des F-35 à basse altitude au-dessus du territoire vénézuélien. Les gens au Venezuela, autour de Maduro et de l'avant-garde bolivarienne, se disent « Ah oui, vraiment? Très bien. Essayez de venir ici. Essayez de venir ici et de nous combattre. Ça n'arrivera pas. » Donc ce sera une guerre hybride, indirecte, et elle peut devenir très très violente. Tant que les militaires autour de Maduro forment un corps cohérent, qu'ils savent ce qui se passe et qui est derrière cette déstabilisation du Venezuela, cela peut tenir. Nous ne savons pas pour combien de temps. Et bien sûr, nous ne savons pas non plus à quel point le reste de l'Amérique du Sud apportera son soutien. Ce serait essentiellement rhétorique. Rien de concret. Donc, ce qu'ils ont concrètement pour renforcer leur puissance défensive vient d'Iran et de Russie. Eh bien, nous avons déjà eu un avertissement direct de Poutine disant « Écoutez, si vous essayez de déstabiliser le Venezuela, ce n'est pas vraiment une bonne idée. » Je me demande si quelqu'un à Washington prête attention à cela. Eh bien, certainement pas le pathétique Marco Rubio. Vous imaginez? Ce type déteste simplement l'Amérique du Sud. Et Lavrov doit traiter avec lui, vous imaginez? C'est pire que n'importe quelle forme de torture chinoise superposée à une autre, vous voyez. Eh bien, Rubio est juste, pour conclure, Nima, je suis désolé. L'obsession de Rubio, la seule chose à laquelle il pense, c'est Cuba, le Venezuela, le Nicaragua. Il n'y a rien d'autre dans sa vie de politicien. Rien. Absolument rien. Et évidemment, c'est un néoconservateur pur et dur. Voilà. C'est la tempête parfaite de stupidité concentrée en une seule personne. Ça produit des néoconservateurs et des sionistes. Oui, Pepe, il semble que les États-Unis exercent non seulement une pression sur la Chine et l'Inde, mais qu'ils parlent aussi de la Turquie, de la Hongrie et de la Slovaquie. Ils disent qu'ils doivent modifier leurs plans, leur stratégie pour les 10 prochaines années, parce qu'ils veulent que ces pays achètent du pétrole et du gaz aux États-Unis. Je ne sais pas comment ils comptent s'y prendre, mais il semble qu'ils poussent dans cette direction. Tu sais, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN a dit qu'ils essayent de convaincre ces gouvernements.
Nous avons eu quelqu'un qui est allé en Turquie pour parler de la situation là-bas. Je ne vois vraiment aucune viabilité dans ce genre de plan. Comment vois-tu cela? Est-ce que ça va aider? Totally. First of all, because Turkey doesn't need ultra expensive. Tout d'abord, la Turquie n'a pas besoin de l'énergie américaine hors de prix. Ils ont l'oléoduc BTC, qui, oh mon Dieu, c'est tellement absurde que j'en ris encore. Tu sais pourquoi l'oléoduc BTC existe? À cause des Américains. Zbigniew Brzezinski lui-même est allé à Bakou et a négocié avec le père d'Aliyev à l'époque, en disant « Nous avons besoin d'un oléoduc qui puisse aussi aller jusqu'en Turquie, en contournant la Russie et la Chine en même temps. » Alors, ils ont construit le BTC simplement parce que les Américains avaient besoin de contourner la Russie et la Chine. C'était sous l'ère Clinton. Cela coûtait presque 4 milliards de dollars. C'était complètement absurde. L'énergie aurait pu venir d'Iran, qui est le voisin de la Turquie, et il n'était pas nécessaire de construire cet oléoduc hors de prix. Et ils ont aussi construit un gazoduc. Maintenant, les Américains forcent les Turcs à acheter de l'énergie américaine ultra chère. C'est au-delà de la stupidité. Même la classe dirigeante d'Istanbul et d'Ankara, qui est atlantiste et pro-américaine, a dit « Eh bien, nous n'avons pas besoin de ça. » Bon, voilà pour cette nouvelle stratégie. Je suis bien plus inquiet pour les États d'Asie centrale, car ils sont beaucoup plus fragiles. Et je me souviens très bien, c'était une affaire que j'ai suivie de près dans les années 2000 sous le régime Cheney. Dick Cheney envoyait pratiquement chaque mois une mission américaine en Asie centrale, essayant de convaincre, à l'époque surtout, le Turkménistan, qui possédait d'énormes réserves de gaz, de laisser les Américains tout contrôler. Et au final, rien ne s'est passé. Le Kazakhstan est différent, car c'est un consortium de grandes compagnies énergétiques, américaines, mais aussi européennes. Et le Kazakhstan a toujours été beaucoup plus difficile à plier, car Nazarbayev, à l'époque, avait défini sa politique étrangère comme une politique multivectorielle. Il se voyait comme le léopard des neiges de la politique étrangère. Léopard des neiges, mais multivectoriel, regardant dans toutes les directions. Il acceptait donc les investissements de tout le monde, de la Russie, des Européens, des Américains, etc. Au final, cette offensive de Dick Cheney visant à monopoliser le pétrole et le gaz en Asie centrale n'a abouti à rien. Ils vont recommencer, Nima. Ils commencent avec cette rencontre entre Trump et les 5 dirigeants d'Asie centrale, y compris le Turkménistan. Le Turkménistan est essentiellement une république gazière, c'est donc bien plus dangereux. Et bien sûr, encore une fois, comme nous l'avons dit au début, il s'agit de briser l'OCS de l'intérieur. Sie ist Betzing, that is true too. Je suis sûr que la Chine est au courant de passe. Oh, bien sûr. La Chine et la Russie en sont parfaitement conscientes. Bien sûr, bien sûr. Et la Turquie, comme nous le savons, la Turquie est en dehors de l'OCS. Personne ne fait confiance à la Turquie. Même les Chinois ne font pas confiance à la Turquie. S'ils peuvent utiliser la Turquie pour leurs propres projets de la ceinture et la route, très bien. Mais ils ne font pas confiance aux Turcs. La Russie, bien sûr, elle connaît les limites de la Turquie, car la Turquie dépend de beaucoup de choses venant de la Russie, notamment de l'énergie nucléaire, de la construction de ses centrales nucléaires, et ainsi de suite. Donc c'est différent. Mais les pays d'Asie centrale doivent être extrêmement prudents. Et bien sûr, la Russie et la Chine vont surveiller. Lorsqu'ils rentreront dans leur capitale, il y aura beaucoup d'appels téléphoniques venant de Moscou et de Pékin. Dites-nous ce qui s'est vraiment passé à Washington. Pepe, penses-tu que l'Europe veut prolonger le conflit encore 3 ans? Oui, nous en avons parlé au début de l'émission. Ce n'est pas une guerre sans fin. Cela ne va pas changer. Comment vont-ils pouvoir se le permettre?
Je veux dire, vont-ils, se soucient-ils même de ce qui se passe en Europe? Eh bien, je ne veux pas me répéter, Nima, mais d'accord. La version courte. Ils n'ont qu'un plan A. Ils n'ont jamais eu de plan B, et ils en auront pas. Ils ont fait un pari stratégique. Mener cette guerre jusqu'au bout, avec les armes qu'ils n'ont pas, avec l'armée qu'ils n'ont pas, avec l'argent qu'ils n'ont pas, parce qu'ils devront contracter beaucoup d'emprunts pour acheter ces armes en euros surévalués. Voilà. C'est la version courte. This is the short version. You've mentioned that. Vous avez mentionné que l'Allemagne souhaite reconstruire son armée. Supposons qu'elle veuille vraiment aller dans cette direction. Dans quelle mesure en est-elle capable? En matière d'énergie, vous savez, elle n'en a pas. Elle n'en a pas, et elle ne sait pas comment en produire. Quel était le message du président russe avec l'annonce du nouveau missile? Ce nouveau missile change d'une certaine manière la donne. Personne d'autre ne le possède, à notre connaissance. Quel est le message du gouvernement russe à l'Occident, en particulier aux Européens? I love Lavrov's comment. J'adore le commentaire de Lavrov. Mais c'est Lavrov, tu sais, quelques mots seulement. Eh bien, tout le monde s'est soudainement tu. Ces idiots atlantistes essayent encore de digérer le fait que le nouveau missile russe est quelque chose d'encore plus extrême qu'Oreshnik. Oreshnik, c'est une chose très précise, limitée. Celui-ci peut rôder partout sur la planète, pratiquement indéfiniment, puis décider d'attaquer. Voilà. Et il n'est pas étonnant que certains des surnoms qui apparaissent, comme Tchernobyl volant, des choses comme ça, soient drôles. Mais cela montre à quel point les soi-disant analystes militaires occidentaux sont absolument désespérés. Et j'adore le sous-texte violet profond. And I love the deep purple subtext. Well, as an eternal rock and roller, do you know Eh bien, en tant que rocker éternel, sais-tu que Stormbringer est le titre d'un album de Deep Purple? Et pourquoi donc? Parce que beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques de l'ex-Union soviétique étaient de grands fans de Deep Purple. Même en Russie, Medvedev, par exemple, a toujours été un grand admirateur de Deep Purple. J'adore donc le fait que la traduction anglaise de Bureveshnik soit le titre d'un album de Deep Purple. C'est inestimable. C'est de l'humour russe. Tu sembles en colère contre lui. Vas-y, c'est un véritable bouleversement. Oui, c'en est un. Mais voilà le point. Dans toute la famille des missiles hypersoniques et balistiques en Russie, il n'y a rien, je ne dirais même pas en Occident, mais rien dans l'arsenal américain qui puisse s'en approcher. Even think about going, there are 2 generations at least behind. Ils ont au moins 2 générations de retard, et ils ne rattraperont pas. Et il y en aura d'autres. Bureveshnik n'est que le plus récent. Personne n'attendait Oreshnik à l'époque, et personne n'attendait Bureveshnik. Il y en aura un autre l'année prochaine. C'est inévitable. C'est la même chose, un processus à très long terme. Nous pouvons bien sûr faire des comparaisons, elles pourraient être aléatoires, mais nous pouvons comparer le processus de développement à long terme de la Chine au cours des 25 ou 30 dernières années, avec des programmes lancés au milieu des années 1990 que même beaucoup de Chinois ignorent, à la puissance militaire de l'Union soviétique jusqu'à la Russie, avec des programmes déjà initiés dans les années 1970 et 1980. Voilà ce que produit la planification à long terme. This is what long-term does. Hard work, long-term planning, and continuous Travail acharné, planification à long terme et amélioration continue des capacités technologiques. Dans le cas de la Chine, apprendre la géoéconomie sur le tas. C'est pourquoi, en somme, Nima, pour le dire très franchement et très clairement, l'Empire n'a tout simplement pas les moyens de s'opposer à la Russie ou à la Chine. Encore moins aux deux en même temps. Ils n'ont pas de vision à long terme. Ils n'ont plus l'infrastructure éducative. Ils n'ont plus l'infrastructure technologique. Par exemple, la Silicon Valley, d'accord, il y a de l'innovation, mais c'est fondamentalement une énorme bulle spéculative. Il n'y a pas de projet national à long terme,
ce que l'on observe en Chine et en Russie sous Poutine, surtout au cours des 10 dernières années. Especially for the past 10 years. We can say it started when Putin was first elected in 2000. No, On peut dire que tout a commencé lorsque Poutine a été élu pour la première fois en 2000. Non, cela a pris un certain temps. Cela a vraiment commencé à la fin des années 2000, vers le milieu des années 2010. Voilà. C'est la même chose avec les plans quinquennaux en Chine. Lorsqu'on a un plan comme Fabriqué en Chine 2025, conçu il y a 10 ans, et qu'une décennie plus tard, ils ont pratiquement atteint tous leurs objectifs. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est du capitalisme productif et bien sûr du savoir-faire scientifique en même temps. Les États-Unis possèdent, à bien des égards, le savoir-faire scientifique, mais ils ne savent pas ce qu'est le capitalisme productif. Tout y est régi par le profit, par une avidité sans limite. Ce n'est pas le cas en Russie et en Chine. C'est une distinction majeure. Oui, allez-y. Allez-y. Yes, go ahead, please. Go ahead. How close À quel point la Russie et l'Iran sont-ils proches aujourd'hui, selon vous? Parce que je constate qu'en Iran, le ton a complètement changé. Vous savez, avec le nouveau gouvernement iranien, tout le monde s'inquiétait de ce qui allait se passer. Oui, Le nouveau gouvernement pourrait modifier durablement les politiques de l'Iran, à la fois envers la Russie et envers l'Occident. On pensait qu'ils allaient se rapprocher de l'Occident, qu'ils faisaient tout dans cette direction. Mais il semble que le ton ait changé en Iran. Même ceux qui ne font pas partie du nouveau gouvernement, eh bien, le nouveau gouvernement est un mélange de gauche, de droite et du centre. C'est une combinaison. Mais après tout, nous avions Zarif, qui faisait partie du gouvernement, et qui a soit été renvoyé, soit décidé de partir à cause de la pression qu'il subissait. Et nous avons vu que l'ancien président de l'Iran, Rouhani, et son ministre des Affaires étrangères, Zarif, qui faisait partie de l'administration précédente, celle de Rouhani, ont été critiqués par le président du Parlement iranien. Il a dit, « La façon dont tu parles de notre relation avec la Russie, tu ne nous aides pas. Tu n'as pas le droit de parler ainsi. » Ils ne sont pas au pouvoir. Mais même en parlant de cette manière, ils essayaient de dire que nous devions nous rapprocher des États-Unis. Pourtant, il semble que le ton change complètement en Iran. Ils veulent entretenir de meilleures relations avec la Russie et la Chine, et ils sont en train de les améliorer de manière radicale. Comment voyez-vous la situation en Russie et la combinaison des deux, l'Iran et la Russie? eh bien je suis entièrement d'accord avec ton analyse. Cette intervention au Majlis était waouh, une véritable bombe. Et tout le monde en Iran l'a vu. C'était public. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça se produire en Iran. Et c'est comme dire les choses telles qu'elles sont. Je suis sûr que la majorité de la population iranienne serait d'accord, car elle voit le clan Rouhani-Zarif comme des conciliateurs, en somme. Et il n'y a aucun moyen d'apaiser la bête. Non, c'est impossible. Il faut faire en sorte que la bête y réfléchisse à 2 fois avant de vouloir te blesser. Et c'est ce que ce nouveau, eh bien, j'espère que Pezeshkian a enfin compris. C'est ainsi qu'il devrait agir. Et évidemment, les Russes et les Chinois leur apprennent quelques astuces, n'est-ce pas? Mais je suis très frustré, Nima. Je devrais être en Iran aujourd'hui. La conférence à laquelle je devais assister a eu lieu hier. Donc aujourd'hui, j'aurais été en Iran, en train de poser ta question là-bas. C'est donc frustrant de ne pas pouvoir y aller. En même temps, je comprends tout à fait les craintes. Tout est en pleine mutation. C'est peut-être pas le bon moment pour faire venir des étrangers. La situation sécuritaire peut. Vous savez, personne ne sait ce qui pourrait arriver. Mais en matière de sécurité, ils sont très très compétents en Iran. Donc, ce n'est pas le problème. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il s'agissait d'un affrontement entre des factions au sein du gouvernement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela, mais
L'explication que j'ai reçue, c'est que, je préfère ne pas citer de nom, l'organisation responsable de cette conférence, celle qui fait venir des analystes étrangers, n'avait pas tout validé, surtout sur le plan de la sécurité, avec d'autres organisations de très haut niveau. Very high level organizations, and that's why it was canceled at the last minute. Et c'est pour cela que cela a été annulé à la dernière minute. Donc d'accord, j'espère que ce n'était qu'un malentendu interne, n'est-ce pas? Nous tous qui suivons l'Iran et qui nous y rendons régulièrement, c'est une bonne chose pour eux de nous recevoir là-bas. Et évidemment, la dernière fois que nous y étions, ils avaient parfaitement compris cela et facilité tous les contacts possibles pour nous, vous savez. Mais vous nous avez donné votre analyse, n'est-ce pas? Avez-vous quelque chose à ajouter sur la raison de ce changement d'humeur? Parce que peut-être que l'opinion publique commence à percevoir l'administration Pezeshkian comme trop conciliante, trop faible, pas aussi incisive que celle de Raisi. Incisive enough as Raisi's administration. For such a long time, Pepe. Pendant si longtemps, Pepe, pendant si longtemps, ces gens que je considérais comme la base ou les principaux acteurs de ce type de mouvement, comme Zarif en Iran, essayaient de convaincre le dirigeant iranien qu'il pouvait communiquer avec les États-Unis, qu'il pouvait entretenir de meilleures relations avec les États-Unis. C'étaient les types d'arguments qu'ils avançaient, et il était très influent pour les soutenir. Il a tout essayé. Mais avec le temps, et après la dernière attaque contre l'Iran, tout s'est effondré, complètement effondré, parce que plus personne n'allait croire à ce genre d'arguments venant de Zarif ou de quiconque proche de lui. Et donc, vous savez, en Iran, nous avons des gens de droite, nous avons des gens de gauche. Le dirigeant de l'Iran n'est ni de droite ni de gauche. Il est au centre. Il se contente de gérer la situation entre les deux. Mais ces gens, pendant des années, ont essayé de le convaincre qu'il y avait quelque chose à faire avec les États-Unis, qu'il pourrait peut-être convaincre les Américains d'avoir de meilleures relations. Mais cela ne s'est pas produit. Après l'attaque contre l'Iran, tout est terminé. Il ne se passera plus rien. Ils savent que l'avenir se jouera avec la Russie, avec la Chine, avec l'Orient, même avec les Européens. Ils ne s'en soucient plus. Même Rouhani était très favorable à la négociation avec l'Occident. Il a dit que si nous voulons négocier avec l'Occident, pourquoi devrions-nous négocier avec les Européens? Ils ne sont rien. Négocions avec les États-Unis. Vous savez, l'Europe n'a aucune place dans la politique étrangère de l'Iran. Ils en sont arrivés à cette conclusion en ce moment même. Et vous savez, les États-Unis exercent une pression sur tous les gouvernements. Je pense que d'autres vont tirer profit de ce genre de politique américaine. L'Iran va en bénéficier, la Russie va en bénéficier, la Chine, tout le Sud global, ils vont tous profiter de ce qui se passe avec les États-Unis. Mais les États-Unis, oui, mais ils se sont organisés et le processus ne fait que commencer. Je dirais que cela devrait être la priorité principale. Le reste de l'année, il ne reste pas grand-chose, seulement 2 mois. Mais pour 2026, cela devrait être l'objectif principal pour les BRICS, pour l'OCS, pour l'ASEAN, dont ils discutaient plus tôt cette semaine ici. Pour toutes ces organisations multilatérales, ces blocs commerciaux et ces blocs géopolitiques, c'est cela. Parce que nous faisons tous face au même ennemi, la bête hors de contrôle. Et maintenant, c'est très très clair. Une fois encore, il n'y a aucune limite pour la bête. La bête est en chasse. Vous savez, il voit, ah voilà une proie facile. Bah, voilà une autre proie facile. Bah, c'est extrêmement dangereux. Et les seuls qui peuvent, vous savez, affronter ou tenir tête à la bête, ce sont la Russie et la Chine. Je pense que la Russie restera dans l'histoire comme l'une des principales raisons pour lesquelles nous assistons à tous ces changements. S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, nous n'aurions pas vu cela.
Cela a tout changé. La guerre en Ukraine a tout changé. Everything. The war in Ukraine has changed everything. Everything, Anima. You touched the absolute. Ça a tout changé, Nima. Tu as touché le cœur absolu du sujet. La défaite stratégique infligée par la Russie à tout l'Occident collectif, c'est, pour le moment, la chose la plus importante qui se passe au XXIe siècle. C'est le véritable tournant et tout découlera de cette défaite stratégique. Merci beaucoup, Pepe. Merci à toi. C'était une excellente conversation. Je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment, vraiment bien. Muito obrigado, Pepe. Très bien. C'était tellement agréable. Toujours un plaisir. C'est agréable d'être en Asie du Sud-Est. On y est plus détendu. So good. Je suis dans un environnement bouddhiste, donc j'ai le temps de réfléchir, de lire, d'organiser les choses. Quand tu sors, les gens sont merveilleux, la nourriture est extraordinaire. C'est aujourd'hui l'une des grandes villes du monde. Je pense qu'un jour, nous devrions faire un podcast juste pour parler à quel point Bangkok est absolument génial. Podcast just talking about how absolutely cool Bangkok is. Yeah. Oui, exactement, monsieur. Okay. Thank you so D'accord. much, Pepe. Merci beaucoup, Pep. Merci beaucoup, mon ami. Ciao, ciao. Merci.